Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 5 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains, on se retrouve mercredi à 17h pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Ça nous permet de discuter ensemble des dernières actualités du design. Mercredi 17h, c'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, mais le meilleur moyen de se tenir informé des derniers posts, des dernières vidéos postées, c'est encore de s'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vois, ça me permet de placer, de vous abonner quand même, parce que chaque fois que je reçois un nouvel abonnement, je me dis, ah, c'est cool, je fais pas ces vidéos pour rien, ça intéresse des gens, et donc ça me motive. Donc abonnez-vous, et puis cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez averti avant tout le monde. Et puis un petit like, des commentaires, vous voyez, on discute. L'idée de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est de discuter de toutes ces actualités de la création. Et des fois, pour ceux qui sont abonnés justement, vous le savez, il y a un alignement des planètes et certaines actualités me permettent d'aborder des sujets qui me passionnent. Par exemple, l'épisode numéro 32 de la saison 2, je conseille d'aller le voir, je parle de biodesign et évidemment quand on parle de biodesign, on peut illustrer le biodesign par justement l'aérodynamisme dans la production de voitures de F1. Toute cette ingénierie qui va derrière est très intéressante et finalement, ça permet aussi de montrer un petit peu ces différents aspects du biodesign. Mais il y a aussi un sujet que j'aime beaucoup, vous le savez, puisque sur les 5 épisodes de la saison 3, il y a déjà 2 épisodes où je parle de la basket, de la sneaker. C'est un sujet qui me plaît énormément parce que d'abord, c'est ce qui m'a fait aimer le design, qui m'a fait connaître et aimer le design. Puis aussi, c'est parce qu'il y a un taux de renouvellement créatif autour de la basket qui est très intéressant, puisque chaque semaine, chaque mois, chaque semaine, il y a de nouvelles chaussures qui sortent sur le marché. Alors des fois c'est simplement une remise à jour de certains modèles, mais il y a aussi de nouvelles chaussures qui sont très créatives sur le plan esthétique et sur le plan technique. Par exemple, l'épisode numéro 2 de la saison 3, donc là il n'y a pas très longtemps, on a parlé de la Foam Runner de Kanye West, qui est en termes de design, style et design industriel, est incroyable. C'est une leçon de design, je vous conseille d'aller le voir. Pour moi, elle fait déjà partie de l'histoire du design. Il y a la chaise Pantone et il y a la Foam Runner de Kanye West. Vraiment, je vous le dis. Je m'avance un peu, en même temps c'est mes vidéos, je fais un peu ce que je veux. Je veux dire, voilà, je vous donne mon avis, vous voyez ce que je dis. Et puis dernièrement, on a parlé aussi de la semelle de la Adidas Ultra 4D. Cette semelle imprimée en 3D avec la technologie carbone, donc je vous conseille d'aller voir. Et donc là, on va parler de Supreme, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Supreme parce que c'est une marque qui me passionne par rapport à oui, la façon dont elle s'est développée, l'histoire qui l'a fait naître, et justement cette façon dont elle s'est détachée finalement de toute contrainte et contraintes techniques, de production, stylistique, de mode, etc. Et elle s'est réinventée, elle a réinventé un mouvement, et ça je trouve ça très intéressant. Alors aussi appelé streetwear, urbanwear, il y a plein de façons il y a plein de noms autour de ce mouvement, mais elle a été pionnière. Alors on va en discuter, et l'actualité qui me permet d'aborder le sujet de Supreme, et vous allez comprendre parce que c'est en comparant ces deux marques et la façon dont elles ont fait évoluer leur marque qu'on peut se rendre compte à quel point Supreme est atypique. C'est Salomon. Alors dernièrement, je suis tombé sur cet article de iBeast qui parle de Salomon, puisque ça faisait déjà... oui, ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas redessiné le logo. Donc il faut savoir que Salomon est une marque française de vêtements techniques pour la montagne. Notamment, ils font des chaussures de trekking qui sont incroyables, apparemment. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, ces 3-4 dernières années, 5 dernières années, Salomon prend de plus en plus de parts de marché, à la fois sur ses vêtements et ses chaussures techniques, mais aussi dans la mode, vraiment. C'est-à-dire, ils ont lancé des tendances une certaine mode technique. Alors il y a North Face, il y a plein de marques comme ça qui ont justement qui ont émergé ou qui ont tout d'un coup, alors North Face, vous allez me dire ça n'a pas émergé, mais je veux dire ce qui ont pris de la place parce qu'il y a eu cette tendance urbaine où on s'habillait avec du vêtement technique.
Voilà. Il y a une autre marque d'ailleurs anglaise là très importante. Il y a plein de marques comme ça autour de ça. Donc, Salomon a bénéficié de cet engouement pour ces marques qui produisent du vêtement technique. Dernièrement, Hypebeast en a parlé parce qu'il y a eu cette espèce de rafraîchissement de la marque. Et c'est Hugo Hoppmann, un Allemand, qui a proposé un nouveau logo. Et alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que ce gars, donc là on est en train de regarder son compte Instagram, c'est que ce mec, en fait, a vraiment montrer toutes les étapes. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste expliqué qu'il a travaillé pour Salomon, c'est qu'il a fait une vidéo, on va la regarder ensemble, c'est cette vidéo, où il explique un petit peu comment il a retravaillé cette marque. Donc toujours, il est évident, quand on fait du design, qu'il soit graphique ou produit, on s'intéresse à l'histoire, ce qui fait l'ADN de la marque, et on retravaille à partir de ce thème-là. Donc on analyse l'existant, les différents logos de la marque, l'histoire de la marque, donc le logo de 1970, le logo de 1999, on les compare, on remarque cette évolution, pourquoi cette marque a évolué dans ce sens-là, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué, et on réajuste, on se dit, tiens, aujourd'hui, en 2022, si on s'inspire de l'histoire pour créer du nouveau, qu'est-ce qu'on pourrait créer à partir de toute cette histoire de logo. Donc on fait de l'itération. Alors ce qui est très intéressant avec cette vidéo, je vais mettre pause, c'est que vous avez vu juste avant, on remarque tout le travail de détail, d'ajustement pour savoir un petit peu d'itération, pour justement essayer de travailler et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette marque. Et on remarque que le parti pris d'Hugo n'a pas été finalement de réinventer un nouveau logo, mais de s'inspirer de l'histoire, d'ajuster la typographie et de proposer ce nouveau logo. Alors, c'est vrai que si on le compare avec les autres logos de l'histoire, on se dit mais c'est à peine subtil la modification qui a été faite. C'est vrai qu'il se démarque totalement du logo de 2013. Clairement, j'ai l'impression que le logo de 2013 ne l'intéresse pas du tout parce qu'il est revenu à la typo des années 70 et il a retravaillé en récupérant finalement le style graphique des années 90-96. Donc c'est un peu comme s'il avait fusionné le logo des années 90-96 avec le logo des années 60-70 et donc il a proposé une nouvelle itération. Et quand on remarque l'évolution de l'histoire de la marque, donc là c'est un article qui a été publié dans 1000 logos, je vous le mettrai le lien en description, ça permet de se rendre compte parce que l'article c'est le seul que j'ai trouvé et c'est l'article autant Hypebeast en parle mais eux expliquent. D'accord. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec cette vidéo de mes bricolos et on remarque cette fusion qu'il y a eu entre ces deux logos et cette évolution du logo. Et donc on remarque déjà une chose, c'est que Salomon ne change pas de logo très souvent. D'accord, c'est-à-dire que c'est tous les 10 ans à peu près qu'ils changent de logo et une fois qu'ils ont adopté un logo, on le retrouve absolument partout. C'est-à-dire, c'est ce qu'on remarque dans ces déclinaisons, c'est qu'une fois que le choix a été fait, il n'y a pas la place à la modification du logo. C'est-à-dire, on se retrouve ce logo absolument partout, que ce soit sur le matériel sportif, que ce soit sur les vêtements, etc. Et ce logo donc va rester pendant 10 ans avec des règles à respecter, des règles très strictes, ce qu'on appelle des guidelines, qui permettent de pouvoir, enfin que le designer graphique, donc Hugo, explique pour que si on produit de nouveaux vêtements, de nouvelles, je sais pas, nouveaux vêtements, nouvelles affiches, j'en sais rien, bon, on peut produire énormément de choses, on va respecter les règles du logo à chaque fois qu'on va l'appliquer sur un nouveau support. Voilà ce que je cherche à dire. Donc vous êtes avec moi, on a parlé de Salomon, hein, vous restez concentrés sur le sujet, j'espère, et on va essayer de faire une vidéo de moins de 30 minutes cette fois-ci. Donc on est sur le sujet de Salomon et on remarque une chose, on remarque que, je l'ai expliqué, le logo n'évolue pas beaucoup, il évolue tous les 10 ans, et que deuxièmement, il a des règles très strictes à respecter quand on l'applique sur un nouveau support. Et là, on arrive sur la marque Supreme, et ça me permet de faire un élément de comparaison. Alors Supreme, d'abord, c'est fait connaître, alors c'est une marque streetwear, urbanwear des années 80, c'est sorti en 1994, Supreme, la marque a existé, est apparue en 1994 de façon totalement organique, hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'appelle James Jebbia,
qui a ouvert sa boutique. Donc là, on le voit à Manhattan, ouvrir sa première boutique. Donc ça, c'est le propriétaire avec ce logo Supreme, très connu, hein, maintenant, aujourd'hui, qui est très très connu. Mais au début, c'était un skate shop. C'était même pas une marque de vêtements. C'était un skate shop à New York. D'accord ? Et ce mec-là, en plus, il est anglais. Donc il était venu s'installer, alors je crois qu'il a dans sa famille, bon, voilà, il s'est retrouvé aux États-Unis, mais il est d'origine anglaise, et il s'est retrouvé là-bas. Le mec, il skate un peu, mais il a travaillé pour Stussy, il aimait bien cet univers, et puis il a créé cette marque, mais on ne peut pas dire que ce soit un skateur. C'est quelqu'un qui aimait cet univers, c'est-à-dire du skate, du surf, etc. Le snowboard n'existait pas encore en 94, c'était juste les balbutiements de ce sport-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très vite, on a vu ASAP Rocky adopter cette marque, mais il y a aussi Tyler, the Creator, qui a adopté cette marque et qui ont fait connaître cette marque. Et on a justement cette affiche de Kate Moss qui est juste hyper connue. D'accord, hyper connue, qui est vraiment... alors, il y en a plein comme ça, de grandes figures de leur moment, de leur époque, que ce soit des artistes, des mannequins qui ont porté cette marque et qui ont fait que cette marque est devenue iconique. D'accord, mais James Jebbia, quand il a ouvert ce skate shop, donc là on a encore la photo, lui il n'avait pas du tout cette vision de faire une marque très branchée, pas du tout. Et moi je me souviens, parce que j'ai commencé le skate en 88, 90, je commençais à faire du skate parce que je surfais quand il n'y avait pas de vagues. D'ailleurs, comme beaucoup, hein. C'est ce qui se passe, c'est quand t'as pas de vague, bah, tu skates parce que au lieu de surfer, bah, tu te mets à skater et puis ça te permet de passer le temps et de faire un sport qui correspond. Donc j'ai commencé à skater et puis il y avait plein de marques, Plan B, Alien Workshop, World Industries, qui étaient des marques déjà qui nous fascinaient parce qu'elles avaient une histoire. D'accord, World Industries, si vous vous intéressez, c'est super intéressant parce que déjà dans les années 90, il parlait de la mondialisation et il critiquait l'hégémonie des marques sur le monde. D'accord, c'est pour ça qu'il s'appelait World Industries. C'était une espèce d'ironie sur cette situation et c'était assez critique en fait. D'accord, donc c'était toujours un parti pris. Pareil pour Plan B, pareil pour Zoo York, qui était une marque que j'aimais beaucoup. Mais Supreme était une marque qu'on connaissait, dont on n'avait absolument pas accès parce qu'elle n'était pas vendue en Europe, ni au Maroc, a fortiori. Et elle n'était vendue que dans les boutiques Supreme. Mais on connaissait cette marque parce que le collectif, c'est-à-dire les skateurs qui composaient le groupe, qui portaient cette marque étaient des skateurs de renom qui avaient un style très particulier, c'est-à-dire qu'ils étaient sans compromis. Et ce qui s'est passé avec cette marque, c'est qu'elle était sans compromis. Et c'était une marque qui se réinventait tout le temps et qui utilisait les codes existants pour elle-même se réinventer. D'ailleurs, ce que j'explique là, c'est très important. Contrairement à Salomon, qui avait vraiment pour objectif de créer une marque de sportswear autour de l'activité de la montagne, Supreme, c'était pas ça. C'est-à-dire Supreme, c'était un shop qui vendait des skateboards et qui vendait c'était un shop multimarque en fait. C'était un petit magasin de skate multimarque. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il avait ce collectif de skateurs, ben, il a imprimé des t-shirts Supreme. Et ce collectif a commencé à le porter, et puis les gens ont voulu porter des t-shirts Supreme, ont voulu faire partie de ce groupe en fait. Donc il a commencé à en produire, et puis après il y a eu la mise en place de cette marque, mais quand je dis qu'elle s'est fait organiquement, c'est que vraiment elle s'est fait organiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je vous en parle dans cette histoire de mes bricolos, c'est parce que ça vous montre qu'elle ne respecte aucune règle. Cette marque ne respecte aucune règle et on va le remarquer, on va en discuter. Et c'est ça qui est très intéressant sur cette marque parce que quand vous êtes designer graphique, étudiant en design, on vous explique, ben voilà, les guidelines, quand on fait un nouveau logo, vous l'avez vu avec Salomon, ça doit être très respecté, il faut que ce soit comme ça, etc., etc. Sinon, vous allez perdre l'identité de la marque. Et puis, si vous perdez l'identité de la marque, vous perdez des clients, etc. Bah, Supreme, c'est pas du tout ça. Supreme, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont repris le travail de Barbara Kruger, qui est une artiste new-yorkaise des années 70-80, qui était déjà dans cette logique très revendicatrice à faire passer des messages très forts.
Et elle utilisait ce style graphique. Donc c'était ce bandeau rouge avec cette typo très présente, très marquée, très épaisse pour qu'elle soit bien visible. Et c'était un peu comme un cri qu'elle exprimait dans son travail graphique. Et à chaque fois, c'était des messages qu'elle faisait passer. Et en fait, Suprême a repris, mais littéralement, le travail de Barbara Kruger. Et d'ailleurs, ce logo de Barbara Kruger à gauche qui dit « I shop, therefore I am », je consomme, donc je suis, c'est littéralement. Suprême a créé le logo sur cette base-là, et un des premiers t-shirts qu'ils ont sortis, c'est ce logo où ils ont repris l'image de Barbara Kruger où elle marque « Je consomme, donc je suis », et ils ont remplacé « Je consomme, donc je suis » par Suprême. Donc, c'est-à-dire, on est complètement dans une espèce... D'ailleurs, quand vous savez ça, vous dites déjà, les mecs, ils sont très forts parce que... Enfin, le gars, il est barjot, dans le sens où il reprend un travail sans se cacher, hein, pas de problème. Il le détourne, la phrase « je consomme, donc je suis » pour justement exprimer l'existence d'un groupe, d'une marque de skate, qui est dans la réappropriation et la réinterprétation de tous ces codes urbains. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un skater finalement? C'est quelqu'un qui regarde un trottoir, un banc, et qui va se dire, bah, tiens, c'est une plateforme sur laquelle je peux inventer des figures. Et il va utiliser l'existant pour créer des figures qui n'existent pas. Donc il a une lecture de ce tissu urbain qui est complètement différent du vôtre ou du nôtre. C'est-à-dire dans le sens où quand il voit, lui, quand il se balade, et moi je me rappelle quand j'étais jeune, alors là non, j'ai un peu peur de me faire mal, mais à l'époque, quand je voyais un banc, je le visualisais pas comme un endroit pour s'asseoir. Je le visualisais comme un nouvel élément, une nouvelle structure sur laquelle je pouvais faire une figure différente. Donc on a une nouvelle lecture de l'existant. Et c'est ce qui s'est passé avec Suprême. C'est-à-dire, ils ont récupéré le travail de Barbara Kruger qui exprimait quelque chose et ils l'ont réinventé. Ils se le sont appropriés. D'accord ? Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que si on regarde le travail de Suprême, et là, justement, ça me permet d'aborder, parce que c'est un peu ça, quand je suis un peu... quand je trouve qu'il y a une marque atypique, je m'y intéresse beaucoup, une marque ou un objet, je m'y intéresse et je me documente énormément. Donc le livre que vous avez là sous les yeux, que je vous montre avec la vidéo, c'est le livre que vous avez sur la photo. Et ce livre montre le travail, c'est-à-dire des 10 années. Donc ils en ont sorti il y a 2 tomes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il montre le travail de Suprême dans la production justement de vêtements et de contenu graphique. Et on remarque qu'il y a une production, c'est très prolifique. Et en fait, ce qui est la particularité de Suprême, ça a toujours été de se réapproprier les codes du monde artistique, d'autres marques. Ils se sont amusés à toujours détourner l'existant. Et ce qui se passe, c'est qu'il existe une quantité absolument astronomique d'itérations du logo Suprême. C'est-à-dire là où Salomon change son logo tous les 10 ans, et c'est ça qui est très intéressant, change son logo tous les 10 ans pour faire un nouveau logo qu'ils vont garder pendant 10 ans et que ce sera ce logo que vous allez retrouver partout, Suprême, ils s'en foutent complètement. C'est-à-dire, ils changent leur logo, ils changent de typo, ils l'étirent, etc. Alors, ce qui reste la référence, c'est-à-dire l'élément central, c'est quand même ce qu'on appelle ce box logo, qu'on appelle le BOGO, mais sinon... En dehors de ça, Suprême s'est toujours amusé à détourner son logo dans tous les sens et à toujours faire des choses qui étaient complètement à l'encontre des règles graphiques. C'est-à-dire, si vous regardez mon t-shirt, c'est le arc logo de Suprême, complètement différent. Et eux s'en foutent complètement. C'est-à-dire que tant que ça exprime quelque chose qu'ils veulent faire passer, une histoire qu'ils veulent raconter, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, ils se sont toujours réinventés parce qu'ils ont toujours cassé les règles. Et justement, la petite blague, c'est qu'en 2000, Suprême avait sorti une collection où il s'était inspiré du monogramme de Louis Vuitton. Et d'ailleurs, dans le monogramme, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un billet de $, d'argent. Et ils s'étaient inspirés, ils avaient créé un monogramme inspiré du monogramme de Louis Vuitton. Et ils avaient collé leur logo Suprême par-dessus.
Et ce qui s'est passé, ça c'était dans les années 2000, c'est que la première semaine où cette collection est sortie, Louis Vuitton leur a envoyé une lettre d'avocat en leur disant « Les gars, si vous détruisez pas toute la production, on va vous attaquer en justice et on va faire couler la marque. » Parce qu'ils étaient absolument pas contents que Suprême s'approprie cette esthétique pour la détourner et voire même la critiquer, c'est-à-dire avoir un regard critique sur le coût, c'est-à-dire la valeur de cette marchandise, de ces vêtements qu'ils trouvaient totalement disproportionnés par rapport à la qualité des produits. C'était vraiment le message de Suprême. C'est-à-dire de dire, nous, on se fait notre délire et toute cette histoire de pognon, on en fait des planches de skate. Et vous le savez, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque, c'est qu'en 2017, Louis Vuitton a demandé de collaborer avec Suprême et ils ont sorti une collection ensemble qu'on retrouve ici, justement. Et ça, c'est le groupe de skateurs de Suprême, qui sont des très, très bons skateurs. Et justement, il y a eu cette collaboration qui a été proposée 17 ans après, où Louis Vuitton est allé voir Suprême en leur disant ça nous ferait plaisir de faire une collection avec vous. Ce qui est incroyable. 17 ans après les avoir attaqués en justice et leur avoir fait brûler l'ensemble de la production qu'ils ont faite, de la collection qu'ils ont faite, ils sont allés les voir en leur disant finalement, on aimerait bien travailler avec vous. C'est quand même dingue. Et ce qui est rigolo, c'est que un peu comme un pied de nez à Louis Vuitton, Suprême a refait quasiment la même collection que ce qu'ils avaient dit 17 ans avant. C'est-à-dire, c'est un peu pour faire un petit clin d'œil. Alors, à ceux qui connaissent la marque, mais surtout à une petite, pour se moquer doucement de Louis Vuitton, en disant, c'est rigolo parce que 17 ans avant, on a sorti une collection qui s'inspirait de votre monogramme et vous êtes venu nous embêter et on a été obligé de tout détruire. Et écoutez, on va ressortir un skateboard exactement pareil avec votre monogramme, exactement de la même façon. Donc vous avez un skateboard Louis Vuitton officiel avec le logo Suprême et ils ont exigé à ce que ce soit sur le même concept esthétique, justement pour montrer un petit peu le ridicule de la situation. Et c'est là où, en fait, finalement, ils sont très ingénieux, Suprême. Et je terminerai là-dessus, parce que je trouve ça absolument fabuleux. Enfin, moi, je trouve ça énorme. C'est-à-dire que quand on regarde cette boutique, qui est la première boutique de Suprême à Manhattan, donc c'est là où on achète les produits Suprême. La première chose qu'on se rend compte, c'est que l'espace est complètement vide. Et pareil, moi, toujours dans la volonté de comprendre pourquoi certaines choses marchent, je me suis intéressé à justement la conception, la création de cette boutique. Et pourquoi cette boutique, tout le monde, elle était atypique et elle était très intéressante et sur le plan du retail, en fait, de la production, donc de cette idée du retail, de vendre des objets de consommation. Et elle est très intéressante parce que la première chose que vous remarquez, c'est qu'elle est complètement vide. C'est-à-dire les produits sont sur les côtés, sur les cloisons, mais au centre, c'est totalement vide. Et la première chose qu'on vous apprend quand vous faites du design d'espace et du retail, c'est d'optimiser la surface de vente. C'est-à-dire on calcule les bénéfices au mètre carré, un peu comme quand on fait un restaurant. On optimise la surface de vente pour augmenter la quantité de produits disponibles et donc pour vendre plus. C'est l'objectif. C'est ce qu'on nous apprend dans l'école de design, il ne faut pas se leurrer. Et quand Suprême arrive en 1994, la boutique est totalement vide avec juste sur les extrémités, sur les cloisons, dans la périphérie de la boutique, des produits qu'on peut consommer, donc des skates, des vêtements, etc. Mais si on fait un ratio au mètre carré, cette boutique n'est pas logique. Et James Jebbia, qui a conçu cette boutique, était parti d'un principe très simple. Il a dit, quand les skateurs viennent dans ma boutique, ils ont des sacs à dos parce que des fois ils sortent de l'école ou qu'ils ont plein de trucs, des suites, des machins, des bouteilles d'eau et tout ça. Ils trimballent leur skateboard et ce qui se passe, c'est que si je mets trop de choses au milieu, avec le skateboard, ils vont avoir du mal à se déplacer et ils vont avoir tendance à tout me faire tomber parce que tu as ton skate dans les mains, tu te tournes, ça fait quand même un rayon où tu viens balayer tout ce qu'il y a autour de toi. C'est un peu compliqué. Et c'est vrai que dans une boutique où tu as plein de trucs, si tu te balades avec ton sac à dos, ton machin, ton skate et tout, tu vas avoir tendance à faire renverser tout ce qui est autour de toi. Donc James Jebbia a dit, c'est simple, on va complètement vider le truc et on va proposer les produits que sur les extrémités. Après,
sa logique de vente, c'était de dire, moi, je veux pas surproduire. Donc, la collection, je vais proposer une collection en début de saison. Et puis après, chaque semaine, chaque jeudi, on sélectionnera une quantité de produits qu'on proposera. Ça me permettra de pas avoir de stock et puis d'utiliser l'argent de la semaine précédente pour produire les créations de la semaine à venir. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'avait pas de logique de marketing. C'était purement technique, fonctionnel et ergonomique. C'était lui, c'était les problématiques qu'il devait résoudre. Et tout l'espèce de patafoin de stratégie marketing, etc., ça ne l'intéressait pas. Lui, il constatait ce qui se passe, il faisait confiance à son collectif de skateurs, il réinventait les logos parce que ça le faisait marrer et que si tu lui parlais de guidelines et de structure du logo à pas de modifier, bah, ça le faisait marrer, il s'en foutait parce que lui, c'était qu'est-ce faire pour détourner ça, pour rigoler là-dessus, etc. Et il a toujours laissé place à la créativité des artistes qui a collaboré avec lui. Et c'est ça qui rend cette marque absolument incroyable et totalement atypique, et que je me permets de comparer avec Salomon. Ça me permet de faire un petit... Cette petite comparaison, c'est qu'on a vu au début de la vidéo Salomon avec des règles très strictes, des logos qui changent tous les 10 ans. J'insiste un peu là, je me répète, mais juste pour que vous compreniez, tous les 10 ans, une nouvelle interprétation graphique du logo, c'est très strict, on utilise, voilà, on les a vus, hein, des guidelines très précises, avec des empattements, des espaces à respecter, etc., etc. pour le logo. Une itération du logo où il n'y a quasiment pas de différence en 70 ans d'existence, 60 ans, 70 ans d'existence de la marque, il n'y a quasiment pas de différence. Et là, on arrive avec une marque qui s'en fout complètement, qui réinvente son logo constamment, qui fait une boutique qui n'a pas de sens sur le plan commercial, qui a une stratégie marketing qui n'a pas de sens, qui a une stratégie graphique d'identité visuelle qui n'a aucun sens, c'est-à-dire que si vous étudiez cette marque, vous vous rendez compte que cette marque n'a aucun sens sur le plan technique. Donc souvent, quand par exemple, si vous êtes étudiant en design graphique et que vous avez un professeur qui est très strict sur les règles à respecter, qu'elles soient typographiques, d'identité visuelle, de structure de logo, vous pouvez toujours lui parler de la marque Suprême en disant oui, mais en fait, toutes les règles que tu nous imposes n'ont du sens que parce qu'elles ont été mise en place pour justifier l'existence d'un logo. Mais en fait, finalement, tout dépend de l'histoire qu'on raconte. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est-à-dire qu'en fait, il est important d'avoir des règles, que ce soit dans la création d'objets de design produit ou dans la création d'objets oui, de design graphique, c'est-à-dire de production graphique. Il est important d'avoir des règles et de les connaître. Mais en fait, une fois qu'on connaît ces règles, libre à nous de les interpréter, voire de les mettre de côté au profit de l'histoire qu'on raconte. C'est-à-dire que là, on est sur une marque de skate dont le début, c'est-à-dire à son existence, c'était le détournement. Il est évident que essayer de la figer n'a pas de sens. D'accord ? Et on peut se poser la question de Salomon. Est-ce que Salomon, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de renouveler ce logo tout le temps, de le repenser à chaque fois? Pourquoi tous les 10 ans? On pourrait se poser la question de ça. Est-ce que ça participe à l'ADN de la marque? Est-ce que c'est dans l'histoire de la marque? Est-ce que c'est important? Alors on voit Hugo, ce designer graphique, qui a fait ce travail-là parce que lui voulait rester dans ce qu'il faisait, cette histoire de marque, et il a fait une itération. Il n'a pas inventé un logo, hein. Il a fusionné deux logos de deux périodes différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Bon, écoutez, à vous de me donner votre avis. Ça m'a permis de parler de Suprême. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à raconter, que ce soit pour Suprême ou pour Salomon. Il y a plein de choses à aborder, que ce soit sur le plan commercial, marketing, stratégique. Qu'est-ce que c'est devenu puisque Suprême a été racheté par VF Corp? James Jebbia n'est plus maintenant propriétaire de la marque. Donc, on se pose des questions sur l'avenir de la marque, et moi le premier. Et je vous jure que si je vois qu'elle change, parce que moi le premier truc que j'ai acheté de Suprême, c'était en 98, c'était une casquette, et j'ai toujours été fidèle à la marque parce que la marque a toujours été fidèle à son histoire et à ce qui compose son ADN. Et quand elles ont fait la collaboration avec Vuitton, je m'étais dit oh non, et quand j'ai vu que c'était un pied de nez à leur histoire, c'est-à-dire à ce qu'ils avaient fait en 2000, j'ai dit ah les mecs ils sont trop forts.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi ça, c'est jusqu'où vous êtes capable vous êtes capable d'aller pour faire. Est-ce que vous allez faire des compromis, modifier, changer? Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est raconter des histoires autour. Chaque fois que je fais un produit, que je dessine un meuble, que je fais une scénographie ou que je crée un espace commercial, une boutique ou un restaurant, c'est quelle histoire je veux raconter? Qu'est-ce que je cherche à raconter? Par exemple, quand je fais ces épisodes de mes bricolos, c'est pareil. C'est-à-dire, je cherche à ne pas du tout. Vous voyez, regardez, des fois, je me répète parce que les vidéos ne sont pas coupées, elles ne sont pas éditées. Je discute vraiment avec vous, hein. Donc, j'essaye d'être honnête et le plus sincère possible. Quitte à changer d'idée au cours de la vidéo, voire dans une vidéo future, de me dire ce que je vous avais raconté, finalement j'y ai repensé, c'est pas, je suis plus d'accord avec moi-même parce qu'on évolue. Donc cette authenticité, c'est ce que j'essaye de faire avec ces vidéos de mes bricolos, et c'est aussi ce que j'aime dans la production d'objets et de créations que je peux faire, que je peux proposer, mais aussi dans les marques ou les designers ou les artistes que je suis et que j'apprécie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de Salomon, de Suprême, voilà, est-ce que ça vous parle aujourd'hui, quand on parle d'histoire, est-ce que c'est des histoires préfabriquées, mâchées, ou est-ce qu'on peut parler vraiment d'authenticité de marque? Sujet à débattre. Moi, je trouve que on aborde des sujets super intéressants dans ces vidéos des bricolos. Alors, c'est des épisodes qui durent 30 minutes à chaque fois. Je sais pas comment je fais pour parler pendant 30 minutes. Au début, quand j'ai préparé ça, je me suis dit j'en aurais pour 10 minutes, et ça fait 30 minutes que je vous blablate dessus. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'avais dit mais t'es jaune. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, j'hallucine. J'ai eu plein de jaunes à chaque fois qu'il y a eu un commentaire. Je vous remercie les gars, vous êtes vraiment trop forts, parce que même moi, des fois, je peux me dire mais c'est trop long. Quoi qu'il en soit, donnez-moi votre avis. Je sais pas, dites, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tagine. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à maintenant, vous êtes tagine. T'imagines les commentaires, il va y avoir marqué tagine. Les mecs vont se dire mais quoi, c'est une chaîne de bouffe, de cuisine. Bon, en tout cas, ça m'a bien fait rigoler, ça m'a fait plaisir de vous revoir, et puis on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, à la semaine prochaine, bye. Et je vous laisse avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche. Je vais en mettre 2 en l'occurrence, pour vous donner la possibilité de continuer de visionner ces vidéos, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, bye.